semaine de gouvernance de Bassirou Diomaye Faye, les nouvelles nominations à des postes clés, la cohabitation avec Benno, l'avenir de Macky Sall, d'Amadouba et de l'APR, la gestion du foncier, la démocratie, la justice, les urgences sociales, l'économie, l'international. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Moustapha Diakhaté face à Babacar Fall, le Grand Jury dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le Sénégal cette semaine en mode air-terre-mer, la pêche et les nouvelles annonces de l'exécutif sur la gestion des ressources halieutiques. On évoquera également le rapport de la Cour des comptes sur les licences de pêche, le foncier qui ne finit pas de faire parler de lui, l'aviation et l'accident de ce Boeing à l'aéroport de Diass. On commence par ça. Moustapha Diakhaté, bonjour. Bonjour Babacar. En attendant les conclusions des enquêtes, beaucoup de questions autour de ce qui a failli être une catastrophe aérienne. Les images glaçantes, vous les avez sans doute vues, les images de cet aéronef qui a pris feu et avec un de ses réacteurs abîmés. Cet appareil de Transair affrété par Air Sénégal qui avait à son bord 85 personnes, passagers et membres d'équipage et qui a fait une sortie de piste au moment de son décollage pour Bamako. Vos premiers commentaires quand vous avez appris la nouvelle? Effectivement, quand j'ai appris la nouvelle, évidemment, j'étais envahi par beaucoup d'émotions. Parce que vous savez, moi, je suis de ceux qui rêvent pour que le Sénégal soit un hub aéroportuaire et que l'aéroport Diass soit le premier aéroport, ou tout au moins de l'Afrique de l'Ouest. S'il survient donc ce type d'accident, ça ne peut que me faire mal. Mais heureusement, plus de peur que de mal, il n'y a pas de décès. Mais de mon point de vue, des enquêtes sérieuses doivent être menées pour identifier le problème et ensuite apporter des réponses. Parce que quand même, le Sénégal ne peut pas se permettre d'être parmi les pays caricaturés comme étant non sûrs du point de vue aéroportuaire. Mmh. Ouais. Et au-delà de cet accident, la question maintenant de nos compagnies locales, Transair dans le privé, Air Sénégal dans le public, beaucoup de problèmes. Absolument, beaucoup de problèmes. Vous savez, Babacar, moi personnellement, je ne suis pas favorable à des pavillons sénégalais. De mon point de vue, l'Afrique de l'Ouest, notamment la CEDEAO, tout au moins l'UEMOA, nous devions pouvoir nous doter d'une compagnie communautaire. Pour ce qui concerne les avions, mais aussi de la navigation aérienne, mais aussi une compagnie de navigation maritime. Je crois très sincèrement que nos différents pays n'ont pas intérêt à chacun avoir sa flotte aérienne. Il y a aussi des compagnies. Maintenant, pour ce qui concerne les compagnies privées, je crois quand même pour le moment, depuis comme ils ont commencé à travailler, il n'y a qu'un incident qui est intervenu. Et je crois que cela ne dépendait ni du pilote, encore moins de l'avion. C'est deux avions qui se sont accrochés et effectivement, ça a entraîné la mort de certains de nos compatriotes. Oui. La communication particulière des autorités sur cet accident d'avion, le silence du président de la République et du Premier ministre, le ministre des Transports, lui, s'est contenté d'envoyer des communiqués. Vous savez que la gouvernance moderne, c'est une gouvernance de proximité. Quand quelque chose se passe sur le territoire national, de mon point de vue, les autorités, en tout cas compétentes en la matière, doivent se rendre sur les lieux pour avoir la bonne information et communiquer. Parce qu'en réalité, vous savez que dans une démocratie, ce soit les ministres ou les élus qui doivent s'exprimer. Et malheureusement, nous, on a cette tendance à laisser des techniciens seulement parler. C'est vrai, les techniciens doivent apporter les bonnes réponses aux politiques, mais de mon point de vue, c'est les politiques qui doivent communiquer avec les populations. Parce que c'est les politiques qui sont élus. Ce sont les politiques qui doivent rendre compte. Au même moment, le Premier ministre, Ousmane Sonko, lui, il a préféré aller regarder un match de foot entre ses chauffeurs et ses gardes du corps. Oui, je crois que très sincèrement, compte tenu des défis qui attendent le pays, ce match-là est de trop. Je crois que sincèrement, la fonction de Premier ministre dans un pays aussi qui a des défis à relever ne rime pas avec ces matchs de football, quoi. Très honnêtement, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Et de façon générale, les premières semaines du nouveau pouvoir, quel regard posez-vous dessus? Les premières nominations à des postes clés, par exemple. Normal, non? Tous ces changements. Bon, écoutez, vous savez que pour les premières semaines, évidemment, on ne peut pas faire tirer un bilan. Pas du tout, mais les premières actes... Oui, bien sûr, bien sûr. À ce niveau, moi, j'ai quelques observations.
La première observation, Babacar, c'est que nous avons tous entendu passer pendant des années nous dire qu'ils ont un projet élaboré par 4000 cadres, et que ce projet est susceptible de résoudre tous les problèmes des Sénégalais et du Sénégal. À mon grand étonnement, un jour en Conseil des ministres, Ousmane Sonko nous a annoncé la mise en place d'un comité ad hoc sous son autorité pour élaborer un projet et leur a donné rendez-vous au plus tard à la fin septembre pour présenter les conclusions. Ça veut dire quoi, Babacar? C'est qu'en fait, le projet dont parlait Ousmane Sonko et le passé n'a jamais existé. Autrement dit, avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye, et je crois que beaucoup de Sénégalais ont voté parce qu'ils croyaient à ce projet, nous avons assisté, à mon avis, à la plus grande tromperie électorale de l'histoire de l'humanité. Deuxième chose, parce qu'en réalité, pour moi j'essaie d'être factuel. C'est-à-dire l'analyse de ces 41 jours, je l'ai fait en fonction du discours de passé, en fonction des actes qu'ils ont posés. Le discours, c'était qu'ils avaient un projet, il n'y en a pas. Donc, c'est une véritable escroquerie, une arnaque politique et électorale. Deuxième chose, les premiers actes qui ont été posés par le président Diomaye Faye me posent problème, fondamentalement. D'abord, l'abrogation du texte relatif à la nomination de membres du Conseil du président de la Cour suprême et des membres du pôle judiciaire financier. Vous savez, Babacar, les nominations pour les magistrats, c'est très encadré. Là, le président de la République n'a pas un pouvoir discrétionnaire. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est avec l'accord du Conseil supérieur de la magistrature que des magistrats sont nommés. Et je crois que le président Macky Sall, que son mandat n'était pas terminé, a respecté en tout cas la règle. À savoir, il pouvait faire des auditions à domicile, mais lui, il a convoqué le Conseil supérieur. Consultation à domicile. Lui, il a convoqué le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est dans ce conseil-là que le président du Conseil de la Cour suprême a été nommé et des membres du pôle judiciaire financier. De mon point de vue, donc, le décret pris par le président Diomaye Faye est un décret illégal. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nomination pour les magistrats, c'est très encadré. Et le président Macky Sall, de toute façon, même s'il était à la fin de mandat, il a respecté quand même la Constitution et la loi portant au statut des magistrats. Donc, à ce niveau, moi, je n'attends pas que les magistrats concernés attaquent le décret. C'est le président Diomaye Faye lui-même qui doit l'annuler parce que son décret est illégal. L'autre décision qui, de mon point de vue, est tout aussi illégale, c'est l'arrêt des constructions sur le littoral. Vous savez, Babacar, nous sommes une république et la république repose sur la séparation des pouvoirs. Lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi, que ce soit domaine national, code de l'urbanisme, domaine privé de l'État, domaine public de l'État, les infractions doivent être constatées par la justice et c'est la justice qui doit ordonner l'arrêt des constructions et éventuellement des destructions. Donc, en se substituant à la justice pour décider de l'arrêt des constructions, le président Diomaye Faye a outrepassé ses prérogatives. L'autre chose aussi, l'arrêt des opérations domaniales. Vous savez que les services des domaines, c'est des services publics. Un citoyen qui a un titre et qui a une attribution et qui va avoir un bail, le président de la République n'a pas le droit de l'en priver. Ensuite, il n'a pas aussi le droit de dire à des fonctionnaires de ne pas faire ce pourquoi ils ont été recrutés et payés. Donc, en tout cas, c'est des actes qui sont posés et qui, de mon point de vue, m'inquiètent. Maintenant, l'autre aspect... Mais non, sur ces questions, ils ont parlé de suspension. Non, il n'a pas le droit. Du point vous pouvez relire la Constitution. Il n'y a aucun texte qui autorise le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Budget et la DSCOS de suspendre des constructions. S'il y a infraction à la loi, cela relève du pouvoir judiciaire. Donc, effectivement, ici, nous avons un abus de l'exécutif. Et malheureusement, c'est la même chose aussi que nous constatons au niveau des opérations domaniales. Maintenant, l'autre aspect aussi que j'ai retenu de ces premières semaines du magistère de Diomaye, c'est la trahison d'un engagement phare de Pastef, à savoir les nominations. Ils nous sont tympanisés depuis 10 ans que pour les nominations de directeur général et de PCA, notamment à des fonctions stratégiques, ils vont choisir la voie de l'appel à candidature. Quand bien même la Constitution du Sénégal ne le dit pas. La Constitution dit que le président nomme aux fonctions civiles et militaires. Mais eux, ils ont pris cet engagement. Et je crois très honnêtement qu'en matière électorale, un engagement est une dette qu'on doit à ses électeurs. Et malheureusement que nous avons constaté, depuis le début du quinquennat de Bassirou Diomaye, toutes les nominations ont été des nominations politiciennes, clientélistes et parfois même de népotisme. Et pourtant, ils avaient promis de lutter contre ces pratiques de tous les régimes qui sont succédés au Sénégal. Malheureusement, évidemment, je crois que voilà quelques
élément que j'ai retenu des débuts de mon point de vue calamiteux du magistère de M. Peut-être que l'appel à candidature viendra plus tard. Hein. Il faudra un cadre légal peut-être pour... Depuis 10 ans qu'il en parle. Si vraiment il y tenait, il devait venir avec le cadre. C'est-à-dire le projet de loi devait exister, ou tout au moins un projet de décret s'ils le veulent. Pour une fois installé, en moins de 3 mois, ils pouvaient lancer des appels à candidature et choisir les meilleurs d'attendre pour risque Babacar. Vous savez, moi... Après, sur le programme de campagne, ils avaient dit à certains postes. Mais d'accord, ils avaient dit dans le programme. Ils l'ont réitéré lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres de l'actuel gouvernement. Le programme que Sonko a qualifié de mauvais. Mais depuis 10 ans, on a entendu Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et tous les membres de PASTEF nous dire qu'une fois aux affaires, ils vont mettre un terme aux nominations clientélistes, aux nominations politiciennes et aux nominations népotistes. Et malheureusement, aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de ravaler ceux qui sont vomis. Sur certaines nominations, il y en a qui ont vu de la revanche, de la vengeance. La gendarmerie, la CDC, pour ne citer que ces deux. Vous savez que dès l'instant que le président de la République respecte la Constitution, ça ne pose pas fondamentalement de problème. Il peut nommer qui il veut s'il a les compétences, hein, c'est son droit. Mais ce qui me pose problème, c'est qu'ils se sont engagés. Et je sais que beaucoup de Sénégalais ont voté pour eux parce qu'ils croyaient au projet, ils croyaient à l'appel aux candidatures, ce qui est vraiment une grande rupture pour le Sénégal. Mais de mon point de vue, les postes qui sont nommés, en cas, une bonne part de ces postes, c'est les postes-là qui devaient faire appel. Mais pour vous savez, Babacar, moi, ce n'est pas en soi l'appel à candidature qui m'intéresse. Moi, je crois très honnêtement, il y a des entreprises dont il faut privatiser la gestion. Vous savez, Babacar, par exemple, le port, nous sommes en concurrence avec beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal, de mon point de vue, doit revendiquer sa place d'être le leader ouest-africain pour ce qui concerne les ports. Ça va venir peut-être avec Ndayan. Mais Ndayan, c'est le directeur du port autonome. Tout à fait. Responsable de Ndayan. Mais je n'ai aucun manque de respect pour les inspecteurs des impôts. Mais un inspecteur des impôts n'est pas fait pour diriger une entreprise comme le port autonome de Dakar. Ils sont faits pour collecter des recettes fiscales. Bon, je n'ai rien contre justement, le port en engrange beaucoup les recettes aussi. Oui, mais bien sûr, mais ça c'est la direction du port qui va s'en occuper. Mais lui, il doit travailler à telle sorte que le port de Dakar soit le port le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest pour faire du Sénégal un pôle, un hub portuaire. Moi, c'est ça ce que j'attendais de ce nom. Mais malheureusement, ils ont nommé quelqu'un qui, de mon point de vue, c'est une nomination clientéliste. À la limite, c'est quelqu'un qui est issu de ce qu'il appelle le syndicat des autonome des inspecteurs des impôts, qui de mon point de vue est une mafia, parce qu'en fait ce n'est même pas un syndicat, c'est du corporatisme qu'ils font, parce que ça ne concerne environ que 200 personnes. On y reviendra peut-être. L'évaluation de la gestion du pays par Macky Sall et ses équipes, un régime auquel vous avez appartenu pendant plusieurs années. Des rapports d'enquête révèlent plusieurs actes de prévarication, de prédation, un pillage des ressources publiques. Oui, mais moi je suis très content de la publication de ces rapports. Vous savez, Babacar, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, enfin, quand il était en campagne électorale, il s'était engagé à instaurer au Sénégal la gouvernance vertueuse. Et une fois élu, il a mis en place un dispositif qui pouvait porter cette gouvernance vertueuse, à savoir la réactivation de la CRI, la réforme de la Cour des comptes, ensuite la création de l'OFNAC et l'élargissement des assujettis de la déclaration de patrimoine. Mais après 12 ans, ce qu'on peut constater, Babacar, c'est que la montagne a accouché d'une souris. Pratiquement 2 personnes seulement ont été prises pour malgouvernance, à savoir M. Karim Wade et Khalifa Sall. Or, de mon point de vue, sur 601 collectivités locales, on ne peut pas me faire croire que Khalifa Sall était le seul fautif. Parmi les 25 membres du PDS qui devaient poursuivre en même temps que Karim Wade, je ne comprends pas pourquoi on a seulement pris Karim Wade. Ce qui fait que depuis pratiquement 12 ans, en tout cas, comme je l'ai dit, la montagne de dispositifs de lutte contre la malgouvernance a accouché d'une souris. Et de mon point de vue, ces rapports qui sont sortis, et d'ailleurs, ces rapports même devaient sortir depuis longtemps, parce qu'il y a des rapports qui concernent les sessions de 2019. Je ne comprends pas que la Cour des comptes puisse attendre une injonction tout aussi illégale du président de la République pour sortir des rapports. Parce que la loi qui a créé la Cour des comptes leur donne l'obligation de publier leur rapport et surtout de les mettre à la disposition de l'Assemblée nationale. Bon, l'OFNAC peut-être s'est rattaché à la présidence. Là aussi, ils sont libres ils n'attendent pas d'injonction du président de la République pour publier les rapports. Maintenant, le président avait demandé à l'IGE
de publier ses rapports. Je crois que là, il n'a qu'à modifier peut-être les textes du l'IGE, mais en tout cas, par un décret, il peut déclassifier tous les rapports de l'IGE depuis sa création. Mais encore une fois, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, moi j'ai appartenu à ce régime. Ceux qui ont voté doivent être sanctionnés. Je le dis d'autant plus à l'aise que l'OFNAC, la création de l'OFNAC, j'y ai participé directement avec Mohamed Mbodj, que Dieu ait son âme. On a passé des journées à trois. Du Forum civil. Oui, du Forum civil. Macky Sall, moi et Mohamed Mbodj. Pour travailler sur le texte de l'OFNAC. Et quand tout a été fini, le président de la République lui a demandé d'en assumer la gestion. Et Mohamed Mbodj lui a dit, non, monsieur le président, je ne le faisais pour ça. Ne serait-ce que pour la mémoire de Mohamed Mbodj. De mon point de vue, la bonne gouvernance devait être la ligne directrice de la gouvernance de Macky Sall. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comment il en est arrivé là, ces grosses promesses? La gouvernance sobre et vertueuse, 12 ans après, ce n'est pas forcément le cas. Moi, personnellement, qu'est-ce qui s'est passé avec Macky Sall? Je ne sais pas. Vous savez que moi, je n'ai pas géré des deniers publics, j'ai géré un groupe parlementaire. Mais, puisque j'étais président de groupe, pour ce qui concerne l'OFNAC, j'ai travaillé en... Vous aviez un devoir de regard sur mais ce devoir de regard, le travail du gouvernement. Le devoir de regard, c'était quoi? Toutes les lois qui allaient renforcer la gouvernance vertueuse qui sont venues à l'Assemblée, je les ai même fait voter à l'unanimité. Parce que moi, j'y tenais, parce que je crois que c'était la promesse phare de Macky Sall. Parce qu'à mon avis, le sous-développement de l'Afrique provient essentiellement de la corruption et du détournement des deniers publics. Et tant que ces mots ne sont pas soignés, il sera très difficile de développer l'Afrique. Macky Sall, en venant, il s'était engagé à utiliser la CREI pour l'ancien régime et l'OFNAC pour ses partenaires. Mais malheureusement, rien n'a été fait à ce niveau-là. Les rapports ont été publiés, en tout cas sortis, et remis manifestement au procureur à l'époque, mais il n'y avait pas de suite. À mon avis, le dispositif était là, ce qui était chargé de le faire fonctionner, à savoir la Cour des comptes et l'OFNAC, et probablement la justice, s'il a reçu des rapports, manifestement n'ont pas pris... Est-ce qu'avec le président Bassirou Diomaye Faye, vous avez espoir que les corps de contrôle, tous les autres organismes publics chargés de surveiller la gestion des deniers publics vont, pour une fois, faire leur travail correctement? Mais moi, je ne suis pas dans des logiques d'espoir. Moi, je suis dans des logiques de mobilisation pour qu'il en soit ainsi. Et je crois très honnêtement que si les Sénégalais veulent que le pays soit gouverné, il faut qu'ils cessent quand même de se remettre au président de la République. Je crois que nous sommes des citoyens de ce pays. Nous devons veiller à ce que un franc de CFA du contribuable soit utilisé dans les meilleures conditions. Je crois que c'est un combat que les gens doivent mener. Encore personnellement, à côté de Macky Sall, dans l'élaboration de certains textes, à côté de Macky Sall, dans l'adoption de certains textes à l'Assemblée nationale, j'ai donné le maximum de moi-même. Et je crois que ça va continuer. On va revenir au foncier, même si vous critiquez la décision du président Bassirou Diomaye Faye de faire suspendre quelques travaux sur des chantiers sur la corniche et les opérations domaniales sur la zone des Filawa, Guédiawaye, Hambourg 4, entre autres. Le foncier sous Macky Sall, Moustapha Diakhaté, oui. Le morcellement et le partage de terres du pays. Mourkat, justement, et Thiès, l'exemple le plus frappant. En fait, je ne suis pas contre Diomaye Faye parce que je suis contre Diomaye Faye. Vous savez, Babacar, le Sénégal a choisi d'être un État de droit. Et dans l'État de droit, tout le monde doit être soumis à la loi, y compris le président de la République. C'est ça la sécurité juridique des citoyens de ce pays. C'est pourquoi je considère que la suspension des chantiers de la corniche est illégale. La suspension des opérations domaniales est tout aussi illégale. Maintenant, pour ce qui concerne le foncier, vous savez, Babacar, contrairement à beaucoup de Sénégalais, pour moi, le plus grand prédateur foncier au Sénégal s'appelle l'État sénégalais. Et pour comprendre ce que vient de dire Baba, retournons un peu au Sénégal avant l'arrivée des colonisateurs. Les terres appartenaient aux communautés qui trouvaient les mécanismes les mécanismes coutumiers pour l'occupation et la gestion des terres. Mais quand l'envahisseur français est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exproprié les populations sénégalaises qu'il a trouvées sur place et est devenu l'unique propriétaire foncier. C'est comme ça que nous sommes restés jusqu'en 1960. Quand l'envahisseur français est parti, il a remis le pays au président Senghor et à président Mamadou Dia, qui ont mis en place le nouvel État. Mais ce nouvel État-là, au lieu de restituer les terres à leurs propriétaires historiques, les ont confisqués. Et ce qui fait que depuis 1960,
95% des terres sénégalaises appartiennent à l'État. C'est cela, cette situation-là, qui permet au président de la République de faire ce qu'il veut de ces terres et au service des domaines aussi d'en faire autant. De mon point de vue, si nous voulons que la prédation foncière cesse, il nous faut décentraliser les opérations domaniales. Autrement dit, dans chaque commune, on crée une commission communale d'opérations domaniales, composée des élus. Les communes aussi, c'est avec le foncier, c'est compliqué. Hein. Non, c'est pas compliqué, c'est ce que je vais vous dire. Les communes, d'abord, les élus, plus les délégués de quartier, les chefs de village, l'État, évidemment, et des citoyens tirés au sort. Ce sont cette commission communale-là qui, de mon point de vue, doit recueillir les demandes d'attribution. Et de mon point de vue, si on le fait, c'est-à-dire le service des domaines qui appartient à l'État n'aura plus le monopole. Et d'ailleurs, ça doit être même dissous. De mon point de vue, il faut dissoudre la direction des domaines, des impôts, des domaines, et ensuite transférer, décentraliser les opérations domaniales au niveau de chaque commune du Sénégal. Je crois que c'est une mesure qu'il faut prendre, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, si le service des domaines n'avait pas autant de pouvoir, si le président de la République n'avait pas autant de pouvoir, mais on n'aurait pas ces problèmes. Imaginez Babacar, un directeur de service des domaines, qui dans son bureau peut attribuer à qui il veut des terres dans n'importe quelle commune du Sénégal, c'est illégal. D'autant plus que le domaine national, on ne doit pas le donner à des gens qui n'habitent pas dans le terroir. Oui, je crois que c'est des réformes qu'il faut faire. Maintenant, moi je soutiens évidemment que la prédation foncière soit combattue. Mais je pense que M. Diomaye Faye doit commencer par parler devant lui-même. M. Diomaye Faye nous a appris, à travers une déclaration de patrimoine que personne ne lui a demandé, qu'il dispose de 43 000 m² à Sandiara, qu'il dispose de 3 200 m² à Niaganyao, qu'il dispose de 200 m² à Thiès, qu'il dispose de 200 m² à Dakar. Et Babacar, qu'est-ce que Diomaye Faye a fait pour ce pays pour avoir 3200 m²? Vous ne pouvez pas en disposer à Pékin. C'est parce qu'il est inspecteur des impôts. Maintenant, je crois que puisqu'il veut la transparence, qu'il nous dise, lui, combien de parcelles il a reçu depuis qu'il est recruté là-bas. Qu'il nous dise combien de parcelles a reçu Ousmane Sonko, Olivier Bokal, Cheikh Diba et le directeur du port. Après, Bokal, c'est inspecteur du Trésor. Donc, quand je le sors, le directeur du port, en tout cas, lui, ce n'est pas un inspecteur du Trésor, c'est un inspecteur des impôts. Vous savez, Babacar, après l'État, je crois que les plus grands prédateurs fonciers, on les trouve dans la direction. Il faut vraiment casser, vous dites, ce monopole entre ce monopole de la gestion des terres entre le cadastre, la direction des domaines, le ministère de l'urbanisme. Il faut démocratiser la gestion des terres. C'est une façon de restituer les terres à leur propriété historique. Le Sénégal, c'est 557 communes. Il faut permettre à chaque commune d'être dotée d'une commission communale d'opération domaniale. Si quelqu'un veut des terres pour l'habitation, pour faire des activités économiques, qui s'adresse à cette commission, qui l'utilise de manière transparente pour attribuer les terres aux demandeurs. Et non de laisser au seul président de la République et aux seules directions des domaines, parce que moi je suis persuadé que la commission de CCOD ne se réunit pas pratiquement quand les terres sont attribuées. À mon avis, c'est là où il faut agir. Maintenant, puisque Bassirou Diomaye Faye, lui, il est pas part des plus nantis en matière foncière, de mon point de vue, s'il est au souci du jubanti foncier, il doit commencer par lui-même. Et de commencer par la mafia syndicale qui est là-bas qu'on appelle... En faisant quoi, Bassirou Diomaye Faye, en faisant quoi? En rendant ces terres? De toute façon, bon, maintenant on attend la suite. Est-ce qu'il annule le décret du président qui a attribué ces terres-là, ou bien les attributions de la commission domaniale, c'est quoi? Il doit rendre les terres de Sandiara. Et d'autant, ce qui me paraît bizarre, rappelez-vous l'affaire Ndengler. Mais Bassirou Diomaye Faye a crié sur tous les toits pour dénoncer Babacar Ngom. Au nom de quoi lui il peut avoir 4 hectares à Sandiara et que Babacar Ngom qui est un investisseur ne peut en avoir en Ndengler. Non, il faut être sérieux. Vous savez qu'en matière foncière, je crois que très honnêtement, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne sont pas crédibles pour mener ce combat. Et de ce fait, d'ailleurs, moi je demande à ce qu'on mette en place une commission composée d'hommes intègres pour étudier l'ensemble des attributions domaniales depuis au moins 2000. Les Sénégalais sauront qui a reçu quoi. Mais on ne peut pas commencer en 2020. Il faut aller jusqu'en 2000.
Je le dis d'autant plus à l'Est qu'à partir de 2000, tous les pouvoirs qui sont succédés au Sénégal, ça en fait partie. Donc il faut qu'on aille en 2000, on va mettre une commission éthique et pour vérifier l'ensemble des attributions qui ont été données depuis 2000. Ça fait 25 ans, ça ne prend pas beaucoup de temps. Cette commission peut être composée d'hommes intègres, de religieux, de journalistes, d'observateurs, de citoyens, tirés peut-être au sort, pourquoi pas, pour dire aux Sénégalais, voilà ce qui s'est passé en termes d'attribution des terres de notre pays depuis 20 ans. Vous insinuez peut-être qu'il y aura des surprises si on enquête depuis 2000 sur comment les terres ont été distribuées dans le pays. Mais les Sénégalais doivent le savoir, d'autant plus, Babacar, je suis à l'aise pour le dire, parce que les terres, c'est une ressource nationale. Et c'est une ressource naturelle. Et la Constitution, avec la réforme de 2016, a dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui possèdent un titre de propriété dans le pays. Mais Babacar, depuis 1930, il n'y a qu'environ 152 000 à 160 000 titres fonciers. C'est-à-dire que seuls 5% du territoire national sont titrés. Tout le reste, c'est du domaine national qui appartient à l'État, domaine privé de l'État qui appartient à l'État, domaine public de l'État qui appartient à l'État. C'est-à-dire que l'État du Sénégal a confisqué les terres qu'il a héritées du pouvoir colonial. En fait, c'est pourquoi certaines personnes parlent de l'État du Sénégal comme un État néocolonial. C'est ça qu'il faut combattre. Et malheureusement, à ce niveau, je crois que nos amis des élus de Dzombé, Ousmane Sonko et Diomaye ne sont pas crédibles pour mener ce combat. S'ils veulent la lumière, il faut qu'on mette en place une commission nationale chargée de vérifier les attributions depuis 2000. Le projet, on va parler économie. Tout à l'heure, vous avez fustigé l'inexistence d'un document cadre qui matérialise le projet de PASTEF. Ce projet est la dernière mission du FMI au Sénégal, le Fonds monétaire international, qui demande au président Diomaye Faye de poursuivre les programmes en cours, en d'autres termes, le plan Sénégal émergent de Macky Sall. Ils sont obligés, d'abord, ils sont venus les mains vides. Vous savez que le passé, il est venu au pouvoir sans aucun programme. Il n'y a même pas de début, il n'y a pas un seul point. Oui, ce que je voulais souligner, c'est que même avec un projet qui aurait existé, le FMI aurait demandé de poursuivre les programmes de Macky Sall. Mais ce que le FMI a dit, je crois que c'est raisonnable, parce que quand même le PSE, c'est des programmes qui sont échelonnés jusqu'en 2035 et qui sont financés. Et il est normal que le FMI demande à ce que ces projets continuent et que les dettes qu'ils ont contractées soient payées. Donc à ce niveau, ça ne pose pas de problème. Moi, ce qui me pose problème et ce qui m'offusque, voilà des gens qui nous ont tympanisés pendant 10 ans qu'ils avaient un projet qui pouvait résoudre les problèmes des Sénégalais. Et une fois arrivés au pouvoir, ils nous ont fait comprendre qu'en fait c'est de l'escroquerie. Et qu'en fait les Sénégalais ont élu des gens sur du vent. Ça me fait très mal. Je ne sais pas comment un pays aussi mature que le Sénégal qu'on puisse en arriver là, à infantiliser les populations pour leur dire des choses aussi inexactes. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent-ils opérer des ruptures dans les relations entre le Sénégal et les institutions financières internationales? Écoutez, moi je n'en vois pas l'utilité. Vous savez, Babacar, il ne faut jamais inventer là-haut. Les institutions dont tu parles là, le FMI et la Banque mondiale, le Sénégal fait partie des propriétaires de ces institutions-là. Nous sommes membres de ces institutions. Et si nous ne voulons pas qu'elles nous prêtent, mais elles ne nous prêteront pas. Elles ne nous prêteront pas. Donc à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas à fanfaronner. Maintenant, vous savez, Babacar, moi, ce dont je rêve, c'est de faire de mon pays le pays le plus attractif de l'Afrique, pour attirer le maximum d'investisseurs étrangers. Ce que je souhaite, c'est que mon pays soit suffisamment prêt pour conquérir des parts de marché dans les pays voisins, dans l'UEMOA, dans la CEDEAO et dans la CELECA. Bon, investisseurs étrangers, c'est peut-être bien, mais ça existe déjà. Avec le rapatriement de fonds au détriment du pays, on ne sait pas si tout est contrôlé, est-ce que les plafonds sont respectés ou pas, la main-d'œuvre locale, le transfert de technologie, autant de problèmes. Vous savez que Babacar, pour attirer davantage, il y a évidemment l'environnement fiscal, tout ça, et joue. Mais il faut des ouvriers qualifiés. Il faut des techniciens de très haut niveau. Ça fait partie des éléments qui puissent attirer des investisseurs. Et malheureusement, à ce niveau, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons une école qui produit un enseignement général où les gens sortent avec des diplômes sans être capables de faire quoi que ce soit. Et je crois que ce que nous devons comprendre, c'est que si nous voulons réellement que le Sénégal soit un pays phare en matière économique, en Afrique et dans le monde, ce que nous devons faire, c'est non seulement il y a des aspects fiscaux qu'il faut régler, mais de mon point de vue, c'est de doter notre pays de ressources humaines de qualité, des ouvriers bien formés et des techniciens de très haut niveau. C'est ça ce qui va permettre à notre pays, de mon point de vue, d'attirer. Parce que si les gens
vont en Chine, en Turquie. Et c'est parce que peut-être, d'autant plus que Babacar, le Sénégal a une position géographique extraordinaire. Nous sommes l'un des pays de l'Afrique les plus proches des États-Unis, l'un des pays, le pays de l'Afrique noire pratiquement le plus proche de l'Europe. Je crois que notre position géographique nous permet d'attirer le maximum d'investisseurs. C'est de mieux que de nous parler d'endogénisation de l'économie et de souverainisme ou de comment il s'appelle, le patriotisme, le panafricanisme. On reste en mer. On reste en mer pour parler pêche. Le gouvernement a publié lundi la liste des navires battant pavillon local ou étranger qui ont autorisation à pêcher dans les eaux sénégalaises. Les licences de pêche, un rapport de la Cour des comptes publié vendredi révèle une sorte de mafia autour de ces licences des navires sénégalais et non sénégalais qui opèrent dans nos eaux hors du cadre légal, en bénéficiant parfois de beaucoup de largesse de la part du Sénégal. Ce rapport parle surtout de la période 2016-2020. Exactement. J'ai lu une partie du rapport. Mais pour ce qui concerne le communiqué du ministère de la Pêche, je crois que moi, personnellement, je suis resté à ma fin. J'aurais préféré que le ministre nous dise au 2 avril, voilà le nombre de bateaux qui pêchaient au Sénégal. Combien de bateaux ils sont sortis parce qu'ils opéraient illégalement. Quelles sont les sanctions qui leur ont été infligées? Mais je crois que nous dire comme ça, il y a 132 bateaux nationaux et 19 bateaux étrangers. Très sincèrement, ce communiqué ne me suffit pas pour savoir exactement quels sont les efforts qui sont faits depuis le 2 avril 2024 pour lutter contre le bradage de nos mers. Et il y a des instances, des dossiers qui sont en train d'être étudiés pour voir si on renouvelle le contrat. À propos du contrat, oui. Vous savez que moi, après le communiqué du ministre, enfin de la ministre, j'ai vu des gens de Pastef nous dire que oui, maintenant, le poisson déborde même dans les plages. Franchement, je crois que c'est triste. Vous savez qu'on ne peut pas gouverner un pays. Ils ont menti jusqu'à arriver au pouvoir. Je crois qu'ils n'ont pas intérêt quand même à vouloir mentir pour gouverner. On ne gouverne pas un pays avec du mal. Oui, on a vu ça. Oui. Faut-il renouveler les contrats de pêche comme celui entre le Sénégal et l'Union européenne, contrat de 10 milliards de francs CFA seulement? En fait, c'est-à-dire le renouvellement doit être en fonction des intérêts du Sénégal. Pour moi, je crois qu'il faut globalement reprendre tous les accords qui ont été signés avec des bateaux. Parce qu'on m'a dit que les Chinois et les Russes, ils n'ont pas d'accord de pêche avec le Sénégal. C'est en réalité avec l'Union européenne. Alors que les bateaux qui sont appelés d'origine sénégalaise, en regardant les noms, on sait pertinemment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et à ce niveau, je crois que vraiment, un travail sérieux doit être fait. Et je crois que même dans ce travail sérieux, le ministère doit s'ouvrir à la société civile pour que, quand même, l'étude, en tout cas pour que le diagnostic soit fait de manière efficace et de manière scientifique, pour qu'on n'en passe pas des utilisations politiques. Parce que l'océan Atlantique, la partie dont dispose le Sénégal, est une partie très poisonneuse. Et de mon point de vue, une rationalisation de la pêche, plus maintenant une politique d'équipement des pêcheurs sur le continent en termes de chambres froides, en termes d'unités de transformation, la pêche pourra effectivement contribuer davantage à augmenter le PIB, à améliorer les conditions de vie des Sénégalais qui vivent de pêche. Et la diplomatie maintenant, la diplomatie sénégalaise, depuis l'alternance du 24 mars dernier, les voyages du président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire, voyage classique des chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Sénégal. Dans le même temps, le Premier ministre Ousmane Sonko, sous la bannière de Pastef, annonce une tournée dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger. On va ajouter la Guinée, qui n'est pas membre de l'AES, mais une tournée du leader de Pastef est prévue peut-être là-bas. Particularité de ces pays, ils sont dirigés par des juntes militaires qui se sont installés après des coups d'État. Sonko qui également annonce en grande pompe la visite au Sénégal de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon que Pastef va donc accueillir. Bon, écoutez, personnellement, d'abord pour ce qui concerne les tournées du président Diomaye Faye dans la sous-région, moi je le félicite et je l'encourage. Parce que quand même nous devons avoir une bonne politique de bon voisinage. Et d'ailleurs, c'est l'une des mesures que le président Macky Sall avait prises
pour aligner les traitements des ambassadeurs de la sous-région au même niveau que ceux qui sont aux États-Unis et ailleurs, ça a participé de permettre en tout cas à nos ambassades d'être dotés des meilleurs diplomates et ce qui pour renforcer la politique de bon voisinage. Donc, véritablement, les tournées du président Diomaye, moi je ne peux que les saluer. Et d'autant plus que, pour ce qui concerne la Mauritanie, rappelez-vous en 2016, 19, heureusement que Ousmane Sonko n'était pas élu, parce que s'il était élu, ça allait être très compliqué. Il a tenu un discours incendiaire à Dagana, à la place d'Ateyala, pour à la limite attaquer frontalement la Mauritanie, menacer même de revenir sur l'accord que le Sénégal a signé avec ce pays voisin. Et ça prouve encore une fois que Ousmane Sonko ne connaît pas le pays. Parce que s'il connaissait bien le Sénégal, ce n'est pas à la place d'Ateyala à Dagana qu'il attaque la Mauritanie. Parce qu'il oubliait que Ndimbot Mbouch avait épousé le maire du Trarza. Et cette alliance avait permis aux deux royaumes de combattre la colonisation. Je crois que c'était le moyen indiqué pour faire cette attaque contre la Mauritanie. Heureusement que le président Diomaye a rectifié. Vous savez, Babacar, la Mauritanie et le Sénégal sont les deux colonies qui avaient la même capitale. Et si le président Mamadou Dia n'avait pas déplacé la capitale du Sénégal vers 1960, probablement nous serions peut-être deux pays avec une même capitale. Alors, donc c'est vraiment tout nous lie à la Mauritanie. Pour le Gambie, nous sommes des frères siamois. Et je crois que la Guinée-Bissau. Maintenant, pour ce qui concerne la visite de Sonko, maintenant c'est le titre de quelle qualité il va voyager. Sous PASTEF, sous leader. S'il va en tant que président de PASTEF rencontre des partenaires politiques de ces pays, ça ne me pose aucun problème. Parce que déjà, avant même d'arriver au pouvoir, PASTEF avait des relations avec des partis de ces pays-là. Mais dans ce voyage-là, je crois qu'il faut exclure le Mali. Parce qu'au Mali, la démocratie est suspendue. Les partis pratiquement ne fonctionnent plus. Donc, pour qu'il aille maintenant au Niger, rencontre des partenaires politiques, ça ne me pose pas de problème. Toutefois, je souhaite qu'il ne rencontre pas les chefs d'État putschistes. Parce que les relations entre États, c'est du domaine régalien. Cela ne dépend que du président de la République. Et il ne peut pas y avoir de diplomatie parallèle. C'est pourquoi, maintenant, on verra quand les choses seront beaucoup plus précises. On verra les tenants et les aboutissants de ce pays. Maintenant, s'il rencontre vraiment des partenaires politiques, moi, ça ne pose pas de problème. Par contre, il doit s'abstenir de rencontrer les présidents putschistes. Vous savez, tout récemment, quand Baouri, le premier ministre du Niger, était venu, de la Guinée, était venu, c'est qu'il a reçu, moi, je l'ai dénoncé. Quand on est président d'un pays démocratique, on ne rencontre pas des putschistes. On ne rencontre pas des putschistes. Et véritablement, je vais le suivre comme du lys sur le feu. Et je souhaite qu'il n'envisage pas de rencontrer en secret, en public, les présidents putschistes des pays qu'il va visiter. Maintenant, pour ce qui concerne Mélenchon, bon, vous savez que Mélenchon aussi était un soutien de Sonko, mais à mon avis, Mélenchon ne connaît même pas ce que veut dire le PASTEF. Le PASTEF n'est pas le parti révolutionnaire que Mélenchon croit. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Oh, oui, vous savez que le PASTEF, c'est un parti réactionnaire. C'est un parti fasciste. C'est pas un parti démocratique. Il parle de comment il s'appelle, le panafricanisme de gauche, franchement. C'est se moquer des Sénégalais. Si vous regardez la composition, la manière, les gens qui le composent véritablement considèrent ce parti-là comme un parti de gauche et révolutionnaire, c'est véritablement ne rien comprendre. Maintenant, bon, ils sont libres. Le PASTEF est libre d'avoir des relations avec tout parti politique, de quelque pays que ce soit. Donc, quand Mélenchon vient au Sénégal, rendre visite à PASTEF, ça ne me pose pas de problème. Et je sais pertinemment que ça ne posera pas de problème entre il pourrait être reçu par Bassirou Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal, Mélenchon, quand il arrive à Dakar. Moi, je ne souhaite pas que le président Diomaye Faye le reçoive. Comme je n'avais pas souhaité que Marine Le Pen soit reçue par Macky Sall. C'est aussi simple que ça, parce que le chef de l'État, les relations entre États, ça doit être géré par les présidents de la République. Or, les relations entre partis politiques, et d'ailleurs, Bassirou Diomaye Faye avait dit qu'il avait démissionné de son poste de secrétaire général. Et bon, on dit qu'il aurait été promu président d'honneur, il doit démissionner de ce poste pour être cohérent avec lui-même. Maintenant, pour ce qui concerne Mélenchon, moi je souhaite qu'il soit reçu par le PASTEF, par le président de PASTEF et non par le président de la République. Est-ce que vous craignez que l'Élysée voit ça d'un mauvais œil Écoutez, vous savez que l'Élysée, quand même, le Sénégal n'est pas une propriété de l'Élysée. Le PASTEF peut avoir des relations avec tout parti politique. Non, je parle de cette probable audience Diomaye Faye et Mélenchon. Hein. Non, mais ça, je ne le souhaite pas.
Mais même si cela est fait, le Sénégal n'est pas une propriété de l'Élysée. Ce n'est pas à l'Élysée de fixer l'agenda du président de la République du Sénégal. Vous savez, moi, je suis un indépendantiste pur et dur. Je crois que véritablement la France doit rompre cette conception infantiliste avec les pays anciennement. Mais justement, le Sénégal doit-il réinventer ses relations avec la France? Écoutez, vous savez, pour moi, les relations avec la France, pour moi, il n'y a pas de choses à réinventer. Très honnêtement, souvent les gens, j'entends, oui, qui croient que le Sénégal, la France ne peut pas vivre en dehors de la Sénégal. Vous savez que si le Sénégal est effacé de la carte du monde, la bourse de Paris ne le sentirait pas. Très sincèrement. Et même de l'Afrique. C'est-à-dire, si l'Afrique noire était effacée de la carte du monde, la bourse de Paris ne le toucherait pas. Vous savez, les échanges entre la France et le Sénégal, ça tourne autour de moins de 2%. Franchement, il y a des gens qui... On a surcoté notre importance par rapport, en tout cas, aux relations économiques avec la France. Maintenant, je souhaite que nous continuions à avoir de bons rapports, des rapports d'égal à égal, des rapports de partenariat, des rapports gagnant-gagnant. Les accords militaires, ils sont importants avec la France, oui, non? Oui, il faut fermer cette base-là. C'est Babacar, moi je suis né sous Cheikh Anta Diop. Nous avons toujours combattu la présence des bases militaires françaises. Nous avons toujours combattu l'utilisation du français comme langue officielle. Nous avons toujours combattu l'appellation de notre monnaie par le franc CFA. Je reste constante dans ces domaines-là. Parce que ça, c'est depuis 1966 que j'y suis. Donc, pour moi, la base militaire doit être fermée. Vous savez, Babacar, il n'y a pas que c'est la base militaire française, il y a d'autres bases, semble-t-il. Un pays indépendant ne doit pas accepter d'avoir sur sa terre deux armées. Ça, c'est mon point de vue. La base militaire française doit être fermée. Moustapha Diakhaté, un coup d'œil dans le rétroviseur, avec le recul, vous êtes démarqué de Macky Sall il y a quelques années maintenant. Le jeu de Macky Sall, les dernières semaines de sa présidence, sur la route de la présidentielle, le soutien qu'il n'aurait pas apporté correctement au candidat de Benno, qu'il a lui-même choisi à Amadou Ba, sa décision d'amnistier Sonko et Diomaye, de se rapprocher d'eux. Avec le recul, vous faites quelle analyse finalement? Le 3 septembre, quand il avait voulu tenter de reporter la primaire, j'étais meurtri. C'est moi, quand je suis en colère, je dors. Je suis rentré chez moi. Je ne devais même participer à des débats. J'ai refusé, j'ai décliné et je suis rentré chez moi. Parce que je ne comprenais plus ce qu'il faisait. Vous savez, Babacar, quoi qu'on dise, Macky Sall quand même a un bilan largement positif sur un certain nombre de points. Et le 3 juillet, quand il a dit qu'il n'était plus candidat, de mon point de vue, ce jour-là, il est entré dans l'histoire. C'était votre principal Absolument, point de discorde. Point de discorde. Et ce jour-là, quand après avoir fait sa déclaration, nous nous sommes parlé au téléphone. Et je lui ai dit, je l'ai encouragé, je l'ai félicité. C'est pourquoi je n'ai pas compris que le 3 février, qu'il vienne tenter de reporter la présidentielle. Et après, on s'est vu. Moi, je lui ai fait comprendre que le président, en matière d'élection, n'a que 2 fonctions. S'il reste 80 jours, il doit convoquer le corps électoral et doit fixer le jour du scrutin entre le 45e jour et le 30e jour de la fin du mandat. Et qu'une fois ce décret signé, il ne peut plus y revenir. Donc je ne comprenais pas ce qu'il était en train de faire. Maintenant, au fil, en tout cas de fil en aiguille, nous sommes arrivés à ce que vous appelez tout à l'heure, qu'il a torpillé la candidature de Amadou Ba, qu'il avait choisi. Il a contribué à le faire échouer. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas pourquoi je ne saurais le dire de manière exacte. Mais moi, je l'ai vu une semaine ou encore moins de 10 jours avant le scrutin. J'étais allé le voir avec un ami dont j'étais le nom, en présence de sa femme et de son fils aîné. C'était pour essayer d'arrondir les angles parce que je savais que ça n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qu'Ablaï Sow a dit avant-hier là que le président Macky Sall l'a appelé pour lui dire qu'il voulait changer de candidat. Moi, Macky Sall ne me l'a pas dit, mais je le savais. Et j'étais assez de savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, il m'a dit quelque chose. Bon, je suis allé voir Amadou Ba pour vérifier. Bon, mais très franchement, je ne vois pas les raisons pour lesquelles le président Macky Sall non seulement a contribué à torpiller la candidature d'Amadou Ba, mais aussi a aidé à contribuer à faire élire Bassirou Diomaye Faye. Pour moi, très sincèrement, ça, c'est de la déloyauté par rapport à son parti.
c'est de la déloyauté par rapport à Benno Bokk Yakaar, mais c'est surtout de la déloyauté par rapport au peuple sénégalais, avec tout ce que ce parti fasciste, le PASTEF, a fait dans ce pays en termes de mort, de destruction de biens publics et privés. Je crois que véritablement, Macky Sall est sorti par la petite porte en agissant de la sorte. Ça ne me pose pas de problème que Amadou Ba soit habilité. Ce n'est pas ça mon problème. Mais qu'il ait contribué à faire élire ces gens-là, malgré tout le mal qu'ils ont fait à ce pays, véritablement, je crois que c'est de la trahison pour être simple. Qu'est-ce qui s'est passé entre Amadou Ba et Macky Sall? Qu'est-ce que Macky Sall vous a dit à propos de son relation? Je ne peux pas aller plus loin. Mais moi, personnellement, vous savez, Babacar. C'était convaincant ce qu'il vous a dit? Pas du tout, pas du tout. Il ne m'a pas convaincu. C'est pourquoi il ne m'a jamais dit qu'il veut changer de candidat. Mais quand nous sommes réunis, rencontrés, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous et Monsieur le Président Senghor, vous êtes les seuls présidents à quitter le pouvoir sans une défaite électorale. Mais si Amadou Ba perd, ce sera une défaite politique et personnelle. Et que par conséquent, ce que vous devez faire, c'est de vous mobiliser pour qu'Amadou Ba gagne. Il a pris un engagement qu'il allait le faire. Et j'ai appris de la leçon qu'il a appelé pour lui dire qu'il voulait changer de candidat. Et moi-même, je lui ai dit que changement de candidat, c'est impossible. Report de la présidentielle, c'est tout aussi impossible. Et que par conséquent, tout ce qui lui restait, c'est d'aider son candidat à gagner. Mais manifestement, il voulait. Vous savez, moi, très sincèrement, mon intime conviction, c'est que Macky Sall n'a jamais renoncé à un troisième mandat. Ça, c'est mon intime conviction. Et il ne le pouvant pas avoir de manière consécutive, une élection de Amadou Ba, c'est pratiquement la fin de sa carrière politique. Et par conséquent, donc, il a tout fait pour le torpiller, pour torpiller sa candidature, pour ses intérêts personnels. Ça, véritablement, moi, ça me fait très mal. Parce que vous pensez qu'il va revenir dans le jeu politique en 2029? Il n'est jamais parti. Il participe à des réunions de groupes parlementaires, ce qu'il n'a jamais fait quand j'étais là-bas. Il participe à des assemblées générales au téléphone. À distance, oui. À distance, Babacar Fall, attendez-vous. Vous pensez que Macky Sall il sera candidat à la présidentielle en 2029? Babacar, moi j'attends à ce qu'il soit tête de liste pour les prochaines législatives. Déjà? Absolument. Et ça ne me surprendrait pas qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il n'a pas renoncé en troisième mandat. Il n'a pas pu l'obtenir de manière consécutive. Il cherche là à l'avoir. Parce que probablement, il compte sur les donc, de Bassirou Diomaye. La victoire de Diomaye Faye, c'est le moindre mal pour lui pour revenir? Bien sûr, pour pouvoir continuer à exister politiquement, c'est la victoire de Diomaye ou un autre. Mais avec une victoire de Amadou Ba, ça n'est fini pour lui. Et manifestement, il n'a pas dit son dernier mot par rapport à la présidence de la République. Et que doit faire, à votre avis, Amadou Ba alors? Écoutez, si Amadou Ba était battu de manière loyale, je ne l'aurais pas encouragé à faire la politique. Mais Amadou Ba a été battu d'abord par Macky Sall, qui a donné des instructions à des responsables de l'Alliance pour la République de ne pas voter pour Amadou Ba, de ne pas faire campagne pour lui. Et puisqu'il est, malgré tout, malgré l'hostilité dont il a été victime de la part de Macky Sall et de certains responsables, il a obtenu 35% ou 36%. Je crois qu'il y a un challenge à relever chez lui. À mon avis, comme on dit, il peut transformer l'essai. Et je crois qu'avec ce qu'il a réussi à obtenir, il peut continuer. Maintenant, bon, vous savez que les gens là disent, ouais, Amadou Ba n'est pas un harangueur de foule. Mais Macky Sall ne l'était pas. Et quand Macky Sall quittait l'Alliance pour le PDS, nous sommes mobilisés parce que notre ambition, c'est de rectifier ce qu'Abdoulaye lui a fait. Parce qu'Abdoulaye l'a sorti du pouvoir, nous nous sommes mobilisés pour le ramener au pouvoir et nous lui avons donné le pouvoir en moins de 5 ans. Et à l'époque, il n'avait pas participé à une élection avant où il a eu 35%. Et pour Amadou Ba a de belles perspectives politiques. En solo? Mais écoutez, vous savez qu'à la peine, Amadou Ba n'a pas d'avenir après. Macky Sall qui a torpillé sa candidature, mais ne va pas le laisser prospérer dans le parti. Ah oui, il va le combattre comme ça. D'ailleurs, Amadou Ba, s'il s'engage en politique, il aura deux adversaires. Macky Sall et le passé. Et là, il lui faut vraiment être carapacé, avoir beaucoup de tenus et de résilience pour aller loin. Merci à Moustapha Diakhaté d'être passé devant le grand jury de RFM. Merci à Abdou à la régie.